Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Donc je vous propose un format un petit peu différent par rapport à d'habitude, puisque on va parler de mes deux premiers runs, mes deux premières aventures sur deux campagnes différentes. Alors des campagnes, j'avais fait précédemment un classement des 7 meilleures campagnes pour moi, de manière très très subjective, des meilleures campagnes que je connaissais, que j'avais, que je possédais. Et il y avait deux autres campagnes que je n'avais pas, qui étaient les Clés écarlates et aussi le Festin d'Hemlockvale. Et je les ai toujours pas, donc forcément vous n'allez pas voir de vidéo pour l'instant, en tout cas de ces campagnes. Je pense que je finirai par les acquérir tôt ou tard, même si la nouvelle campagne de Cthulhu me branche beaucoup plus, et je pense que celle-ci je vais l'acquérir. Mais toutefois, évidemment, j'ai quand même des collègues qui ont ces boîtes-là, qui jouent à Horror Arkham, et donc j'ai pu jouer aux Clés écarlates et au Festin directement avec eux qui ont ces boîtes-là. Donc je peux vous donner peut-être un avis subjectif encore sur ces campagnes-là, en sachant qu'il y a plusieurs bémols à mettre sur cet avis, qui est déjà un avis de première impression et un avis, je dirais, de personne qui n'a pas la boîte de jeu, donc n'est pas forcément pu tout lire comme on peut avoir dans un jeu solo où on peut lire toutes les cartes et peut-être prendre un peu plus le temps. Là, on est dans un format un peu plus jeu, on est plus dans l'écoute active et forcément, il y a beaucoup de choses qui vous passent de côté. Alors, c'est toujours vrai pour une campagne la première fois qu'on la joue. Maintenant, voilà, dans ces conditions-là, effectivement, c'était un peu plus distant. Voilà. Donc, ces précautions oratoires étant prises, eh bien, on va pouvoir parler un petit peu de ces deux campagnes. Et sur la fin, je vous ferai peut-être aussi comment dire, un, peut-être un débrief aussi sur ces trois dernières campagnes, parce qu'il faut savoir que finalement, les 6 premières campagnes qui vont jusqu'à Innsmouth sont dans un format qu'on connaissait, un vieux format de campagne, mais aussi un format de design très spécifique. Et les trois, voire les 4 dernières, si on inclut la dernière campagne de Cthulhu, sont dans un format aussi qui se veut beaucoup plus libre pour les investigateurs pour aller explorer des scénarios. Donc ils ont voulu casser la linéarité des campagnes qu'il pouvait y avoir. Donc là, avec les Clés écarlates et donc le Festin d'Hemlockvale, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus des mondes beaucoup plus ouverts. Voilà, c'était déjà entamé avec les montagnes hallucinées. Si c'est toujours comme ça qu'on dit, parce que les traductions ont changé maintenant. Mais voilà ce que je voulais préciser avant d'attaquer vraiment peut-être la revue des Clés écarlates. Alors, les Clés écarlates, de quoi ça parle déjà en termes de pitch ou même de contenu? Ce qui frappe tout de suite, c'est que vous allez avoir cette fois-ci un monde beaucoup plus ouvert avec une carte de monde qui va vous être proposée dans la boîte. Donc ça rappelle pour ceux qui connaissent un peu l'univers les contrées de l'horreur. Donc c'est quasiment une carte très équivalente aux contrées de l'horreur. Et donc vous allez vous déplacer non pas de scénario en scénario, mais vous allez être, je dirais, acteur, oui pour le coup, vraiment acteur des scénarios que vous allez vous faire pour décider sur quels endroits vous allez aller. Et donc vous allez avoir cette mini-map et vous allez choisir le début du scénario. Je crois qu'on commence forcément du côté d'Arkham ou de l'Angleterre, je ne sais plus très bien. Mais voilà, vous commencez à partir de l'Amérique et puis vous allez décider où vous allez trouver, enquêter, explorer, etc. Donc c'est plutôt audacieux, c'est plutôt intéressant. Ça permet de voyager dans le monde entier, donc c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait de manière aussi formelle. Donc ça pour moi c'est un des points positifs que j'ai bien aimé, c'est-à-dire la possibilité d'aller un peu là où on veut et de trouver des lieux. Alors, autre chose qui était intéressante, c'est aussi que vous allez pouvoir intégrer vos scénarios indépendants beaucoup plus facilement que d'habitude, puisqu'il va y avoir des localisations dédiées à ces scénarios indépendants. Alors, dans la plupart des cas, c'est assez artificiel malgré tout. Alors, mais ça l'est déjà moins que quand vous intégriez sauvagement, je dirais, un scénario indépendant en vous disant je vais le mettre parce que c'est un peu fluff,
parce qu'on n'est pas loin de l'hôtel Excelsior ou qu'on doit arriver dans les marais de la Louisiane. Là, il n'y a qu'un seul scénario qui est vraiment un petit peu cadré, c'est celui de Monaco avec Fortune et Folie, puisqu'effectivement, il a été designé pour pouvoir s'intégrer parfaitement dans cette campagne. Donc, on peut en prendre acte, mais voilà, il y a quand même une petite volonté de raccrocher de manière un peu plus forte, même si ça reste, je vous dis, aller dans les marais de Louisiane, ça va pas vous rapporter des clés, justement, parce que le but de la campagne, c'est de cumuler des clés, et donc, à part Fortune et Folie, il n'y en aura pas d'autres. Mais il y a une volonté. Donc, voilà, un monde très ouvert, euh, quelque chose aussi d'assez intéressant qui est que vous avez, en fait, vous allez vous déplacer, plus vous allez loin, plus ça va vous coûter des unités de temps, et évidemment, le temps joue contre vous. Vous voyez, vous avez un certain seuil qui va activer différents lieux. Donc là, je ne spoil pas vraiment parce que c'est ce qui est designé, qu'on voit rapidement. Donc voilà, vous avez un temps limité pour faire peut-être un maximum de scénarios ou tout du moins faire avancer l'intrigue. Alors moi j'ai fait cette campagne qu'une seule fois, mais voilà ce que je peux vous raconter. Et voilà, il y a des problématiques que je reviendrai plus tard justement sur ce mode de jeu. Sinon, sur l'intrigue, j'ai trouvé l'intrigue pas mal. C'est-à-dire que vous êtes confronté. Alors, la manière dont c'est pitché, c'est-à-dire que vous êtes au fur et à mesure du. Disons que les choses commencent à disparaître, les souvenirs commencent à disparaître, tout commence à disparaître. Alors je crois que ça me rappelle légèrement une histoire de Lovecraft, mais voilà, tout commence à disparaître et vous avez un espèce d'agent secret qui vient vous voir, etc. Donc il y a une espèce d'intrigue, de complot un peu mondial, etc. Forcément. Et bon voilà, c'est cette histoire là comme ça telle qu'elle est présentée, c'est pas inintéressant. Ça rappelle un peu le cercle brisé d'une certaine manière, mais voilà, vous avez quand même voilà, amis, alliés, opposants, à qui on peut faire confiance, pas confiance. Je pense que sur un premier run, effectivement, on est un peu perdu, mais je pense qu'en creusant le truc, ça peut être vraiment pas mal. Alors, vous allez avoir aussi d'autres mécanismes de jeu qui vont arriver. Ça va être les cartes dissimulées, je ne sais pas si on les voit ici. Les cartes dissimulées. Tac, tac, tac. Alors, ouais, on voit pas trop de cartes dissimulées, mais vous voyez, vous avez un plateau là avec tout le contenu. Les cartes dissimulées, c'est un nouvel effet de jeu qui va apparaître. Là aussi, ça va être un petit peu embêtant. Alors, on les voit peut-être un petit peu ici, les cartes dissimulées. Donc, c'est un système qui est loin d'être bête à la base, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un mot-clé qui va apparaître, dissimulé, et donc vous allez avoir quand vous allez, les ennemis vont être un peu plus masqués dans les lieux. Et donc, pour trouver l'ennemi, eh bien, vous allez devoir soit enquêter. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que pour une fois, toutes les compétences sont utiles. Donc, pour essayer de trouver cet ennemi qui est caché, soit vous faites un jet de combat, soit un jet d'enquête, soit un jet d'esquive, etc. Donc, toutes les compétences sont soumises, sont disponibles. Donc, vous avez plus d'investigateur qui est un peu au point mort au niveau des enquêtes, ou je sais pas quoi. Donc ces cartes dissimulées, en gros, si vous avez un cultiste, eh bien vous allez prendre une ou deux ou trois mini-cartes selon la valeur dissimulée, et vous allez les répartir un peu sur le plateau. Et justement, quand vous allez faire cette enquête ou ce combat, etc., vous allez pouvoir activer, regarder ce qui se cache derrière la carte. Évidemment, il y a un seul cultiste parmi les deux ou trois cartes. Et donc vous pouvez faire chou blanc en faisant une action ou au contraire tomber dessus. Donc vous voyez tout de suite un petit peu le côté un peu mystérieux et surtout finalement très aléatoire de la chose parce qu'évidemment des dissimulés dans certains scénarios il y en aura beaucoup et donc vous allez peut-être courir derrière les ombres. Alors voilà, ça tombe peut-être bien aussi mais il va y avoir un fait très aléatoire donc voilà, ça va peut-être faire partie de mes points effectivement négatifs parce que à la fois vous voyez, sur tout ce que je vous ai exposé, c'est un peu comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut les trouver très bien et on peut les trouver un petit peu dérangeants. Donc c'est là que je vais venir peut-être à cette partie, je dirais, aussi inconvénient. Alors, une chose aussi à souligner, c'est peut-être aussi dans les inconvénients qu'il faut mettre. Donc vous avez normalement, on voit un petit peu sur ce qui vous est présenté, 3, 6, 7, 8, 9, 10 scénarios. Évidemment, vous n'allez pas en faire 10. Je crois qu'on en fait
un nombre de 6 plutôt, ou 8, je sais plus exactement, mais voilà, vous allez probablement pas tous les faire. Donc ça c'est plutôt bien quelque part pour la rejouabilité, mais scénario vont s'activer, pas s'activer. Il y a Et là, on rentre un petit peu dans les conséquences qu'on peut vite prévoir. Vous allez vous balader sur la carte. Et bah, des fois, vous allez sur un lieu, bah, il se passe rien. Vous allez dans un autre lieu, bah, il se passe toujours rien. Et vous allez sur un troisième lieu, bah, là, il se passe enfin un scénario. Vous voyez, des fois, vous allez un peu errer sur la carte parce que pour certains lieux, il faut avoir fait telle action, telle action, telle action pour pouvoir rentrer dans le scénario ou tout simplement pour rentrer dans un espèce d'interlude qui va vous débloquer un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'en gros, certaines actions vont pouvoir être enregistrées sur votre carnet et pour la fin du scénario, évidemment, ça sera utile. Donc voilà, on avait beaucoup reproché à cette campagne d'être très... où il y avait beaucoup de littérature, de narration. Moi, personnellement, je ne l'ai pas forcément ressenti parce qu'en fait, on a fait cette campagne à deux et, comment dire, chacun lisait le livret de scénario de son côté, puisqu'on jouait avec ArkhamDB. Et donc, avec ArkhamDB, chacun pouvait suivre le scénario de son côté. Donc, voilà. Ça fait qu'on lisait en même temps et qu'on a. Alors, pour une fois, on n'a pas lu à haute voix les gros pavés. Et donc, c'était un peu plus fluide dans la façon de jouer. Voilà, donc ça c'est peut-être une astuce qui a fait qu'on n'a pas trop senti, mais voilà, vous allez avoir beaucoup d'interactions, beaucoup de narration. Alors ça peut plaire comme ça peut déplaire. L'avantage du jeu c'est que c'est un jeu narratif. Après, je pense que j'aurais peut-être un peu le même problème, c'est qu'on joue aussi Arkham pour jouer des cartes, quoi. Il y a un moment, c'est un jeu de cartes, donc on a envie de jouer, quoi. Donc une fois qu'on a fait son bonhomme, on n'a pas envie de passer 30 minutes à errer de scénario en interlude, etc. Voilà. Donc je reviendrai là-dessus sur la prochaine campagne où effectivement le problème pour moi est encore plus aigu. Euh, donc là encore, monde ouvert, mais finalement pas tant que ça. Il est beaucoup plus scripté que ce qu'il en a l'air. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin obligatoire pour avoir un chemin optimum, pour avoir des conséquences optimales pour la fin de la campagne? Probablement. Maintenant, voilà, il faudra faire plusieurs campagnes, plusieurs runs pour le découvrir. Voilà, donc là, c'est ouais, une version un petit peu de la carte campagne. Sur l'intrigue, alors comme souvent, la première fois qu'on fait une campagne, on est un petit peu confus par le déroulé de l'intrigue. Donc ça, c'est un point négatif qui est mineur, mais moi, j'irai pas forcément sur le côté de l'intrigue, mais plutôt sur le côté des scénarios que j'ai pas trouvé excellents dans le sens où je les ai trouvés un petit peu très décousus, voire et aussi très difficiles. C'est-à-dire que finalement, bah, on est quand même 2 joueurs expérimentés qui avons fait cette campagne. Alors, c'est la première fois, mais on a trouvé des scénarios pas très clairs, très compliqués et aussi un petit peu aléatoires à cause notamment des cartes dissimulées. Donc peut-être qu'on les a pas très bien gérées, hein. Mais voilà, ce côté cartes dissimulées, des fois ils ont rendu certains scénarios particulièrement pénibles. Et on a eu par exemple une fois, il y avait X fois des cultistes dissimulés. Et bah, finalement, quand on a terminé le scénario, c'est à la dernière action, au dernier round, qu'on a pu enfin sur la dernière carte tuer le cultiste qu'il fallait parce qu'il fallait le tuer. Donc voilà, à un moment, ça peut jouer vraiment contre vous, être un peu frustrant de courir derrière les ombres. Bon, après, c'est un peu le thème de la campagne, hein, mais voilà, ça rajoute une couche d'aléatoire sur un jeu qui l'est aussi quand même un peu. Surtout quand on maîtrise pas totalement le jeu. Aléatoire dans le sens où on pioche des cartes, aléatoire dans le sens où on tire des jetons. Et là, vous avez encore une couche d'aléatoire avec les cartes dissimulées, sans parler des cartes de rencontre aléatoires. Voilà. Donc, lors des cartes de rencontre, c'est quand même assez fondamental. Donc là, voilà, il y a quand même une couche finalement d'aléatoire à nouveau qui se mettent. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions? Je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce qu'il faut, voilà, faut quand même aussi rajouter des trucs, mais voilà, en termes de plaisir de jeu, au bout du bout, c'est ça qui est important. Voilà, mitigé sur le côté carte dissimulée qui rajoute quelque chose de très fluff et qui marche très bien sur le papier, mais qui en termes de jeu, j'ai trouvé ça moyen. Voilà. Donc une campagne finalement, si vous regardez un petit peu comment ça s'appelle, la note, elle n'est pas forcément très élevée pour BGG 8.2, je crois que c'était. Donc 8.2, 8.2. Bon, voilà, 8.2, je sais pas si c'est énorme. Voilà, 8.2, on arrive à 8.2. Je pense que c'est dans les notes un peu relativement les plus basses des campagnes.
Alors, cette campagne en soi, comme toutes les campagnes, en fait, n'est pas mauvaise. Certains commencent à être un peu écœurés du jeu, je pense, et ont mis des très mauvaises notes, hein. Si on va dans les commentaires de joueurs, on est sur quelque chose de vraiment pas très bon, y compris des Français, hein, qui ont vraiment exécré. Là, j'ai vu des commentaires, voilà. Donc 1, 4, bon voilà, les notes sont vraiment pas excellentissimes pour ce jeu-là, euh, par rapport à ce qu'ils ont d'habitude, mais peut-être une lassitude du jeu. Voilà, il y avait quand même une nécessité des auteurs de trouver des nouvelles formules. Donc voilà, une première campagne qui m'a laissé un peu mi-figue, mi-raisin. Pas mauvais, mais pas vraiment. J'ai pas été attrapé par l'histoire. Alors aussi, ce que je pouvais dire sur cette campagne de manière plus générale peut-être, c'est notamment le dernier scénario qu'on a fait. Comme tous les derniers scénarios, il y a des mises en place complexes. Ça, vous allez voir dans chaque campagne. Mais là, c'était particulièrement pénible, j'avoue. Pas tant en termes de la complexité de la compréhension, mais l'installation était très pénible, même s'il y a une introduction un peu longue et narrative, que moi j'ai trouvé très intéressante, notamment pour la rejouabilité. Donc quelque chose de très bien, mais après la mise en place avec les cartes, ça a été très très long, très très laborieux. Et en plus, ça a été très difficile et autant vous dire qu'on s'est vêtu en 30 minutes. Alors ça m'était déjà arrivé avec le cercle brisé, où des mauvais enchaînements de cartes fait qu'on crève très vite sur le dernier scénario. Mais là, voilà, ça a été particulièrement violent. Donc en gros, on a passé plus de temps à installer qu'à jouer. Et ça, c'est toujours quand même frustrant. Et pour ceux qui suivent un peu la chaîne, si vous avez regardé le classement de mes campagnes préférées, vous avez vu bizarrement peut-être, et je peux le comprendre, que Dunwich est ma première campagne et bien, préférée, ma campagne préférée. Eh bien, c'est parce que c'est une campagne que j'apprécie à pouvoir jouer, notamment en solo, parce que en termes d'installation, ça me prend 3 minutes, quoi. Donc, je joue aux cartes, je joue à Horror Arkham. Je passe pas mon temps à lire du texte, faire des choix, des choses. Enfin, des fois c'est bien, mais il y a des moments où on a envie de jouer, on a envie de faire au moins un ou deux scénarios. Si je joue le week-end, je peux enchaîner un, deux, trois scénarios en solo. Donc voilà, pouvoir enchaîner, pas avoir trop d'XP justement pour justement avancer vite, etc. C'est ça que j'aime particulièrement dans cette campagne. Là, on a quand même une campagne. Alors, nous, on l'a complètement foiré cette campagne, vu qu'on a raté pas mal de scénarios. Mais donc voilà, on a eu un final catastrophique, ce qui est un peu normal. Mais on a passé un très bon moment. euh, mais avec le bémol de voilà, des scénarios difficiles, longs parfois, des mises en place un peu compliquées, notamment sur le dernier scénario. Donc voilà, le potentiel narratif de cette campagne, elle est là, mais pour l'instant, elle est vraiment pas dans mes favorites. Maintenant, c'est un premier run, une première action. Voilà, il faudra peut-être mieux préparer les itinéraires. Et je pense que la connaissance de la campagne fera qu'elle gagnera en fluidité, forcément, mais elle m'a pas laissé un souvenir inoubliable. Je ne vais pas me précipiter pour l'acheter. Et voilà, je pouvais déjà vous donner ça comme élément avant de passer au festin d'Hemlock Vale. Voilà. Donc on arrive sur cette campagne. Pour Hemlock Vale, alors le festin d'Hemlock Vale, c'est une campagne tout de suite. On voit que on passe de 8-2 à 8-8, donc c'est quand même une campagne a priori qui a un peu plus marqué les esprits. Et donc cette fois-ci, on est sur un synopsis, allez pour parler français, un peu plus à la Midsommar. J'avais fait une vidéo justement là-dessus sur le preview de Festin d'Hemlock Vale. Et bien effectivement, on va suivre le docteur Marquez qui se rend à un grand festival euh, naturel qui se trouve dans une île. Et donc, vous l'accompagnez et on va découvrir de grands mystères avec des personnages hauts en couleur. Donc, c'est une introduction qui se veut, une campagne qui se veut plus narrative, moins linéaire. C'est ce qu'on a eu comme développement depuis les montagnes hallucinées. Et donc, cette campagne n'y coupe pas. Ce qu'on va avoir, on va dire, de plus d'assez différent, c'est déjà, bon là désolé c'est du russe, je n'avais pas vu, voilà. Ce qu'on va avoir en fait, effectivement, c'est une présentation, on va dire, d'une campagne avec des jours et des nuits.
Et donc, il va y avoir un mécanisme de jour et de nuit, vous voyez, de jour et de nuit. Les scénarios peuvent se jouer de jour comme de nuit, suivant vos choix. Vous n'affronterez ni les mêmes monstres, ni les mêmes traîtrises. Donc, c'est plutôt alléchant. Et donc vous allez faire cette campagne vous allez commencer déjà par un prologue. Et c'est là que c'est important parce que tout de suite, quand on entend prologue, ça peut faire penser au cercle brisé. Simplement, ce prologue, comme vous le voyez dans la présentation, là, vous voyez que vous allez avoir des personnages avec des cases. Et dans ce prologue, eh bien, vous allez avoir. Alors, ça vient à la place comment ça s'appelle, du mulligan. Donc, vous avez une façon de gérer le prologue qui est. Eh bien, vous allez disputer quelques tours. Vous allez pouvoir interagir dans un petit village et discuter avec les personnages. Et en fonction du moment où vous vous trouvez, bah, les interactions peuvent être différentes et les personnages un peu différents. Et donc, vous allez vous faire plus ou moins amis ou détestés par certains personnages. Donc sur le papier, c'est plutôt intéressant. En plus, on résout un peu un mécanisme du mulligan qui était peut-être un peu artificiel, mais que les joueurs de cartes connaissent très bien. Et je vais vous dire un peu comment j'ai trouvé ça. Eh bien, le premier prologue, ça passe plutôt bien. Le souci, c'est qu'au bout du deuxième et troisième prologue, puisqu'il va y avoir un prologue avant chaque jour et chaque nuit, ça devient un petit peu lourd. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on a un peu envie de jouer aux cartes, on a envie de jouer à Arkham, on a mis ses XP, et autant le premier prologue, ça passe, c'est un peu une mise en bouche, on découvre un peu les personnages, et autant la suite, ça devient vraiment pénible parce que à un moment, on a envie de jouer, quoi. Surtout sur le troisième prologue, ça fait un peu trop. Alors oui, ça permet d'avoir des interactions avec des personnages, etc. Oui, ça permet de changer un peu du mulligan. Sauf que finalement, le mulligan, c'est quelque chose qui passe très bien et qu'on est habitué dans tous les jeux de cartes. Euh, En plus, bah, le problème du prologue, c'est aussi l'installation. C'est-à-dire que vous allez devoir l'installer, le remballer, puis enfin mettre le scénario. Donc en fait, vous perdez un peu une heure dans votre soirée à faire un prologue qui finalement, moi je ne l'ai pas trouvé si intéressant que ça sur un premier run. Là encore, on est toujours dans le premier run. Donc oui, peut-être que c'est mieux de le faire. Peut-être qu'en refaisant le scénario, bah, on va mieux comprendre un peu les enjeux, mieux comprendre les personnages et pouvoir un peu plus fonder. Peut-être, certainement. Mais voilà, sur un premier run, c'est un peu déceptif. Peut-être sur les suivants, ça sera plus intéressant. Autre petit problème que j'ai aperçu, je pense qu'en fait, ce prologue, selon que vous soyez 1 à 4, c'est peut-être pas tout à fait la même façon de l'appréhender, de jouer, le même nom de tour, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que si vous êtes en solo, ça va être un petit peu compliqué ce prologue. Ou pourquoi pas, hein, parce qu'à la limite, ça sera plus simple pour avancer. Mais voilà, je suis pas sûr qu'il soit si bien calibré que ça en fonction du nombre de joueurs, ces prologues. Donc voilà, je vous ai longuement parlé du prologue, mais moi c'est plutôt quelque chose qui au final m'a dérangé parce que j'ai trouvé qu'il y en avait trop. Donc j'aimais pas trop le prologue dans le cercle brisé. Et que enfin, à part la première fois, le prologue du cercle brisé, c'est pas très intéressant. Et ensuite là, je trouve ces prologues finalement, bon voilà, ça alourdit le jeu. Voilà. Donc ensuite, maintenant, je reviens sur le jour et de nuit. Donc de jour et de nuit, effectivement, vous allez pouvoir, comment dire, euh, commencer un scénario. Vous avez un choix de scénario qui vous est proposé et bah, vous dites bah, le jour je vais aller à tel endroit et la nuit je vais aller à tel endroit. Et effectivement, on se doute bien que de jour c'est plus sympa d'aller dans certains endroits et de nuit c'est peut-être un peu plus périlleux d'aller dans certains endroits. Donc peut-être, alors je ne sais pas les différences que ça entraîne vraiment jour et nuit. A priori, c'est plus compliqué la nuit. Et en plus, il y a un autre mécanisme qui fait que bah, il va y avoir 6 scénarios qui vont être disputés en tout. Alors 6 scénarios, ça doit vous interpeller parce que d'habitude c'est toujours 8. Donc il y a un choix qui a été fait de réduire un petit peu le nombre de scénarios, ce qui est compensé peut-être par le prologue, hein, mais voilà, vous allez faire 6 vrais scénarios et non plus 8. Et là, ce qui est un petit peu artificiel, c'est que finalement vous avez 8 scénarios dans la campagne. Donc je sais pas si on retrouve je vais essayer de vous retrouver une image où on voit un petit peu l'état des scénarios. Bon, il n'y en a pas forcément là. Mais voilà, vous voyez un peu, il y a 8 paquets de cartes, donc il y a 8 scénarios. Effectivement, et là, sauf qu'en fait, vous allez en jouer 6, donc c'est bien pour la rejouabilité, c'est bien pour pas mal de choses, mais finalement, ça fait un petit peu astuce pour donner de la rejouabilité en ayant planifié 8 scénarios comme d'habitude. Donc voilà. Alors ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des campagnes plus courtes, mais finalement avec les prologues, est-ce que ça les arrange pas, je sais pas, mais le Dévoreur des rêves, la campagne, avait essayé de vous créer finalement une campagne en 4 scénarios. Voilà, après c'est deux fois une campagne en 4 scénarios.
que vous pouvez jouer d'ailleurs en indépendant. Mais voilà, parce que finalement le format de la boîte de base en 3 scénarios était très agréable. Et le format 8 scénarios, il est quand même un petit peu long, même si ça fait partie du charme d'une longue campagne. Mais voilà, 6 scénarios, je trouve ça plus intéressant, plus rapide à jouer, plus rejouable. Euh, mais voilà, c'est là pour le coup, c'est un peu artificiel. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir par exemple 6 scénarios et peut-être 10 scénarios disponibles ou quelque chose un peu plus étoffé. Mais voilà, vous avez un peu ce choix qui a été fait. Donc, je vais essayer de retrouver sur la page de dos, hein. Évidemment, comme j'ai pas la campagne, on en est là. Bah, la communauté vivante, voilà. Après, tisser des liens, bah, ça c'est essentiellement dans les prologues que vous allez faire. Peut-être dans les scénarios, il y aura des impacts. Alors, oui, ça aura des impacts notamment sur le scénario de fin, évidemment. Donc, je ne vous spoil pas, mais évidemment, comme dans toute campagne d'Arkham, eh bien, c'est à la fin que tout se résout par un espèce de grand boubi-boulga. Donc, c'est là que j'ai un peu parlé de la qualité des scénarios. La qualité des scénarios, moi, j'ai trouvé plutôt bien. J'ai bien aimé les scénarios. Avec des endroits mystérieux, des mécanismes assez originaux. Alors il y a un petit scénario à la Fort Alamo, un petit scénario aussi que j'ai bien aimé de la maison hantée. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas fait ou que je me rappelle moins. Mais voilà, c'est ceux-là qui m'ont le plus marqué. Donc je trouve qu'en termes de scénario, c'est moins décousu que dans les clés écarlates. J'ai trouvé les scénarios, même s'ils se passaient au même endroit, etc. Je trouvais qu'il y avait plus de liant dans la thématique des scénarios. Mais voilà, c'est purement subjectif. Et donc, bah, cette campagne d'Hemlockvale, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je suis resté un petit peu encore sur ma faim. C'est là que j'ai un peu transité. J'ai trouvé les trucs sympas de jour, de nuit, d'interaction, etc. Mais j'ai trouvé ça un peu lourdeau, notamment avec ces prologues. J'ai trouvé un peu lourd les interactions. J'aurais préféré avoir des choix à un moment dans le scénario. Alors peut-être un embranchement plutôt qu'avoir un long prologue où on passe 3 quarts, 5 minutes, 10 minutes à installer, puis ensuite on joue, puis ensuite on remballe. Je trouve que la dynamique du mulligan est très bien. Donc voilà, je trouve que mécaniquement, ils ont rajouté des lourdeurs plus que des choses insatisfaisantes, alors que dans le fond, la campagne est plutôt sympa. Euh, voilà, je trouve que là encore, c'est pas forcément. J'ai pas été ébloui. Et voilà, pour le coup, je me suis pas précipité pour l'acheter parce que j'ai pas eu vraiment de grands coups de cœur. Et je pense que mon achat peut-être va quand même se faire sur la prochaine campagne de Cthulhu. Là, je pense que c'est inévitable. Mais voilà, ce sont deux campagnes qui n'ont pas forcément excessivement transcendé. Alors, je vais vous faire aussi dans cette page un peu le bilan que je peux donner à ce moment-là. C'est un petit peu en bonus sur les deux runs que je voulais vous faire. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent bien le jeu depuis le début, eh bien, vous avez eu une évolution très forte du jeu avec des nouveaux mécanismes, plus de narratif, plus de choix, un peu moins de linéarité, puis surtout de plus en plus d'XP dans les scénarios. Et donc, il y avait une ligne éditoriale qui était là on va dire, jusqu'à Innsmouth. Et vous avez vraiment une cassure qui se fait à partir des montagnes hallucinées, et donc qui comporte les clés écarlates et le festin d'Hemlock Vale. Ce qui a entraîné finalement des jeux beaucoup moins linéaires, donc c'était un truc plutôt sympa. On avait un tout petit goût avec Dunwich en pouvant inverser les scénarios. On en avait aussi un petit goût. Euh, ouais, après ils avaient du mal à pas faire. Tout était quelque part assez linéaire, mais il y avait doute, incertitude, voilà. Donc ils ont voulu faire vraiment des choix de scénarios, vous forcer, enfin vous permettre que vos choix influencent lourdement la campagne et plus exactement même les scénarios que vous allez faire. Euh, Bon, bah finalement, je suis pas forcément très emballé par ces 3 dernières campagnes. Pour moi, les montagnes hallucinées, c'est pas au niveau de la nouvelle que j'adore. Et finalement, en voulant, enfin bon, voilà, les auteurs sont obligés un peu de chercher des choses, mais j'ai pas été bouleversé parce que en plus les installations sont de plus en plus longues, de plus en plus complexes, de plus en plus lourdes, je trouve. Des cartes immenses, et c'est pour ça que si vous regardez ma vidéo sur les classements, j'avais mis Dunwich en premier parce que en termes d'installation, c'est rapide. Je mets 2 minutes à l'installer. euh, J'avance gauche droite, et je joue ma partie assez rapidement, et en solo c'est très agréable. Et même à plusieurs, au moins on peut faire des campagnes très rapides. Voilà, toutes les premières campagnes sont quand même plus fluides à jouer. Alors peut-être que j'ai l'habitude et que je me rends plus compte de la difficulté d'installation. Mais voilà, j'ai un bilan plutôt mitigé sur les 3 dernières campagnes.
La prochaine qui va arriver sera sur Cthulhu, donc là c'est un peu un monstre sacré, si j'ose dire, de Horror Arkham. Espérons qu'ils vont tirer un peu des leçons de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas marché sur les trois. Donc voilà, moi mon souhait, ça serait d'arriver sur des campagnes un peu plus fluides, un peu moins lourdotes, quitte à avoir des scénarios. Enfin, voilà, essayer d'être original sans faire des choses vraiment trop compliquées, où il faut relire trois quatre fois. Alors c'était le cas au début quand je jouais, mais voilà, quelque chose d'un peu plus fluide, lourd, enfin moins lourd, et je pense que ça ira mieux. En tout cas, j'ai quand même l'impression que certains commencent à décrocher dans Arkham, et ça, je pense que ça date des montagnes hallucinées et des clés écarlates. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont un peu décroché, revendu, ce qui est un peu normal au bout d'un certain nombre d'années. Mais voilà, j'espère que cette prochaine campagne sera un nouveau souffle, parce que là, pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir, mais à rejouer les campagnes du début et du milieu, voilà, jusqu'à Innsmouth. Voilà, les 6 premières campagnes sont vraiment les campagnes que j'adore, et encore plus les 4 premières campagnes quand elles ont les renouveaux. Donc, ça rajoute vraiment de la complexité, mais après, a posteriori, et pas tellement de la complexité, mais plus de la diversité que de la complexité. Et donc, c'est plutôt agréable, voire pour certains de l'équilibre du jeu. Donc, voilà, je suis plutôt assez fan des premières campagnes qui sont pourtant normalement moins techniques, etc., etc. Mais voilà, je trouve que sur Innsmouth, vous avez une campagne très mature, très fluide, intéressante. Alors, je ne l'avais pas forcément beaucoup aimé au premier run, mais peut-être que ça m'arrivera aussi pour ces 2 dernières campagnes. Mais voilà, on la rejoint, je trouve qu'il y a des choses vraiment assez intéressantes. Bon, voilà. En tout cas, bah, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, vous pardonnerez le format un petit peu du voilà, le format que j'ai choisi comme ça, parce que finalement, j'ai pas acheté ces campagnes. Bon, voilà, j'aurais peut-être pu me les faire prêter, mais au moins, ça me permettait de vous proposer directement une vidéo que vous pourrez écouter, finalement, on est plus sur un format podcast qu'autre chose. En tout cas, merci de votre attention, merci à la communauté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.